Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur l'adaptation du logement. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre présence et de votre participation. Donc je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos questions dans la barre de conversation. Si vous êtes en direct, que vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans la barre de conversation et je les lirai et j'interromprai l'intervenante pendant sa présentation pour qu'elle puisse y répondre. Et puis, si vous êtes en replay, vous pourrez nous envoyer un petit mail, on vous donnera l'adresse mail à la fin. Sachez que si vous êtes en replay, vous pouvez vous inscrire à nos prochaines visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Sachez que quand vous êtes en direct, vous pouvez, à la fin de la présentation, poser des questions directement à l'intervenante, chose que vous ne pouvez pas faire en replay. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la page et n'hésitez pas non plus à vous inscrire pour avoir les notifications quand nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Je vais laisser la main à Agalia qui va se présenter et nous expliquer un petit peu comment adapter son logement. Alors, tac, non, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Agalia Soupramanian et je suis ergothérapeute, et je travaille du coup pour Adaptia. Donc avant de vous présenter en fait le métier, est-ce que vous savez vous qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Est-ce que vous en avez eu l'occasion d'en rencontrer ou d'avoir des séances auprès d'un ergothérapeute? Vous pouvez, le marquer par écrit pour ceux qui veulent y répondre. Donc je laisse peut-être, une petite minute pour voir un petit peu. Alors attendez, j'ouvre la conversation. Alors selon vous du coup, qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Donc déjà, c'est un professionnel du paramédical. Donc pour ceux qui veulent y répondre, n'hésitez pas à aller dans l'onglet conversation et me mettre par phrase ou par mot-clé, vos idées. Oui, donc l'ergothérapeute et c'est ça. Donc en fait, on est un métier du coup, du paramédical. Alors on n'est pas forcément un médecin, on est juste un professionnel en fait de la santé, donc qui guérit les difficultés de déplacement et mobilité. Oui. Donc c'est lié à l'autonomie, aide à adapter le fonctionnement domestique à une personne ayant moins d'autonomie. C'est ça. Donc on intervient en fait lorsqu'il y a, un manque ou une perte d'autonomie et ou d'indépendance. Donc je vais vous montrer la slide du coup suivante, mais pour le moment c'est bon. Donc voilà, comme je vous dis, on est un professionnel de la santé, donc plus particulièrement du paramédical. M'a aidé à guérir ma capsulite. C'est ça. En fait, c'est assez vaste, l'ergothérapie. Nos 2 mots-clés, en fait, sont autonomie et indépendance. Donc on intervient à chaque fois qu'une personne a, a une difficulté au niveau de son autonomie ou de son indépendance. Grosso mo enfin, grosso modo, c'est lorsqu'une personne est en situation de handicap. Que ce soit lié à une pathologie, que ce soit lié à son environnement, ou tout autre type de facteur. On intervient auprès de tous les âges. Pour vous donner des exemples rapidement, on peut intervenir auprès, d'un nourrisson qui a du mal à se nourrir ou à prendre le biberon, comme un enfant qui a du mal à prendre ses notes, à l'école. Ou encore une personne adulte, pour qui, voilà, il y a soit une maladie dégénérative, soit une maladie, neurologique. Ça peut être une personne qui, avec l'avancée de l'âge, perd progressivement ses capacités, à se mouvoir, à se déplacer, comme on me l'a dit dans les commentaires.
Du coup, c'est très, très large, en fait. Qui dit handicap, déjà, ça peut être lié, comme je vous disais, à une pathologie, mais ça peut être lié à un accident et puis on intervient dans le milieu, de la rééducation. On peut également trouver des ergothérapeutes qui travaillent dans le milieu de la psychiatrie et comme moi, chez Adapsia, des personnes qui travaillons, notamment autour de l'environnement matériel, donc autrement dit, le logement. Donc on intervient sur plusieurs lieux. Hem Si je les fais juste défiler. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir, mais du coup, l'idée, en fait donc en fait, si vous voulez, l'ergothérapeute peut intervenir notamment dans des centres de rééducation où on va travailler sur, l'handicap de la personne qui peut être moteur et ou cognitif. Mais il y a un moment où on arrive à un seuil, en fait, de la rééducation. On ne peut pas, en fait, aller au-delà et la personne, elle a des séquelles, en fait, au niveau de ses incapacités qui perdurent dans le temps. Et du coup, on va plutôt axer notre travail non plus sur la rééducation, mais sur la réadaptation. Qui dit réadaptation, dit adaptation du logement en fonction des difficultés de la personne, mais on prend aussi en compte, bah, l'architecture, du logement et ce dont on est capable de mettre en place. Pour en fait, pallier à ces difficultés et essayer de conserver au maximum l'autonomie de la personne. Donc, qui dit réadaptation du logement dit aide technique, ça va être notre première partie de la présentation, et travaux. Donc, des aménagements beaucoup plus conséquents. Donc l'idée, c'est, de sécuriser le domicile, qu'il ne soit plus à risque, en fait, pour la personne qui adapte son logement et après elle peut aussi allier le confort, avec, mais du coup, c'est totalement personnalisé à la personne concernée. Donc on va juste faire un petit point, avant de vous présenter, toutes les astuces, en fait, d'aménagement sur les points de vigilance. Est-ce que, vous pouvez m'en citer quelques-uns? Donc là, il y en a 3. Des points de vigilance, autrement dit, bah, des choses sur lesquelles il faut faire attention, surtout pour des personnes vieillissantes ou avec des troubles visuels, une personne notamment qui peut vivre seule, ou qui a des difficultés à se mobiliser. Qu'est-ce qui peut être, si vous voulez, à risque dans son propre logement? Alors les tapis, oui, ça c'est l'une de nos plus grosses problématiques, on va y venir. Les tapis, donc autrement dit les obstacles au sol, mais il y a autre chose, escalier, salle de bain, oui. Alors attendez. Manque d'éclairage, oui, c'est ça. Donc il y a de la luminosité, c'est vrai. Escalier, salle de bain, on va y venir, la salle de bain, c'est un très gros point également. On va s'attarder un petit peu dessus. Donc escalier, vous allez voir, hein, il peut être, assez, enfin, on peut l'aménager de plusieurs manières. Enfin, il existe pas mal de choses, en tout cas, pour le rendre beaucoup plus, sécuritaire. Mais on a fait un petit peu le tour. Donc dans un premier point, on a les obstacles au sol. Donc là, on vous montre quelques images. Donc dans un premier temps, on peut voir les prises électriques. Donc, moi, si vous voulez, dans le plus gros de mon travail, c'est d'effectuer des visites à domicile, bah, pour voir, en fait, pour rencontrer la personne qui a des difficultés et qui souhaite adapter, son logement. Et du coup, quand on fait un tour du domicile, ça, c'est ce qu'on voit assez souvent. Les prises électriques au sol, soit vous savez qui sont complètement entassées, dans un coin et qui sont à risque de chute, ou alors, pour vous citer l'une des situations qui m'est arrivée il y a peut-être 2, 3 semaines, c'est une dame qui a son meuble câble télé, en fait, qu'elle relie soit à la télé du salon, soit à la télé de la chambre. Et quand elle veut voir, en fait, la Elle le télé dans la débranche chambre, et elle le prend son promène. câble, elle le balade dans la chambre, elle branche la télé et en fait, tout le long, il y a le câble qui traîne Ah, et c'est madame se pratique. déplace avec un déambulateur. Donc faire très attention parce que souvent, en fait, le danger, c'est quand on ne le voit pas, en fait, que les obstacles qui sont depuis un moment, on ne les voit plus et en fait, on ne se rend pas compte du risque que ça peut représenter mais voilà, ça risque de si vous voulez, de déséquilibre, voire même un risque de chute. Les tapis au sol. Les tapis au sol, pourquoi je disais que c'était l'une des grosses problématiques? Parce que souvent les personnes, elles y sont attachées. Donc c'est assez compliqué de faire comprendre que c'est à risque de chute, autant pour la personne qui peut se prendre les pieds dedans, mais notamment si elle a une aide technique à la marche, que ce soit une canne, une béquille, un déambulateur, un rollator, bah, lui aussi il peut se prendre ses roulettes ou ses pieds dedans finalement.
Donc, Il y a aussi les tapis qui glissent, si je peux me permettre. exactement. J'ai fait un déménagement la semaine avant Noël et en rentrant dans le salon du nouveau domicile, il y avait un tapis qui était par terre et dès que je mettais le pied dessus, il partait, il glissait, le parquet devait être ciré, je sais pas. C'était un truc de fou, j'ai failli me casser la figure 3 fois. Bah, voilà, Et le voilà, monsieur bah, était la preuve. en déficience visuelle, donc je me dis que c'est assez compliqué. En plus, donc voilà, pour une personne qui a un trouble visuel, ou qui a des difficultés à se mobiliser, mais voyez, enfin même pour en fait, ça peut toucher tout le monde. Un tapis beaucoup trop, glissant, donc soit sur, le parquet comme Pascal le dit ou alors, là on en voit très souvent, c'est dans la salle de bain et les toilettes, vous savez les petits, tapis qu'on met à la descente de la baignoire et ou de la douche. Bah, en fait, ne sécurise pas du tout la pose du pied, donc ça peut être très glissant. Mais on a également les tapis, alors soit qui sont beaucoup trop épais, à l'inverse, ou qui rebiquent sur les côtés et là constituent un relief, en fait, ça vous fait une hauteur où on peut se prendre assez facilement les orteils lorsqu'on marche. Donc tout type de tapis, en fait, bah, sont bons à être retirés, quand ça représente en tout cas un danger, pour la personne. Maintenant, comme on sait je sais pertinemment que moi, quand je sors de chez la personne, je lui demande de retirer ses tapis, elle me dit: «Oui, oui, oui», puis je sais très bien qu'elle le fait pas. On a des personnes qui sont vachement attachées. Bon après ça se comprend, il peut y avoir une valeur sentimentale, ou symbolique. La personne, elle a toujours eu les tapis, ça fait partie de sa décoration intérieure. Après, il existe des techniques où là, on va plutôt, bah, recommander de les fixer. C'est pas ce que je recommande le plus en tout cas, mais l'idée c'est de les fixer, c'est qu'ils soient antidérapants ou alors je vais vous présenter par la suite, des tapis en fait qui peuvent substituer à des tapis de sol, notamment dans les sanitaires donc salle de bain et toilettes, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc prise électrique, tapis, après si vous avez des animaux, bah, faire attention également à leurs jouets ou leurs petites affaires, qui peuvent en fait traîner et constituer un obstacle au sol. Donc on peut se prendre les pieds dedans et puis il suffit qu'un jour vous marchez la nuit, je sais pas, vous vous rendez aux toilettes ou en tout cas ça manque de lumière et c'est beaucoup plus à risque finalement. Et puis alors la dernière Les image, animaux en eux-mêmes aussi peuvent être dangereux, le chat ou le chien qui peut nous sauter dans les jambes. c'est ça. Et puis en plus ça arrive assez fréquemment, mais tout type d'animaux, qui se baladent en fait dans la maison, donc lui et son matériel finalement peuvent être, à risque. Donc faire attention, donc bon, l'animal en lui-même, bon, bah, il faut le voir, hein, mais en tout cas, ses objets à lui, ses jouets à lui, essayez de faire attention, quand vous mettez le pied par terre, soit essayer de les ranger à un moment de la journée ou privilégier, ben, un espace pour qu'ils puissent jouer et cetera. Mais, par exemple, je sais pas, votre trajet de votre chambre aux toilettes, si vous êtes amené à vous y rendre la nuit, bon, bah, essayez de libérer cet espace-là et qu'il ne soit pas encombrant ni encombré. Et puis la dernière image, je ne sais pas si vous arrivez à bien percevoir, en fait, on voit tout plein d'affaires empilées. Alors là, je crois qu'on doit être à la limite du syndrome de Diogène, donc je ne sais pas si vous en avez la connaissance. L'idée, c'est que voilà, ne pas trier ses affaires, ne pas ranger ses affaires peuvent être en fait à risque également. Pourquoi? Parce que déjà, ça prend beaucoup de place. En fait, ça réduit considérablement votre espace de circulation au sein de votre logement. Donc, vous avez un tout petit espace pour circuler. Et en fait, moi, j'ai déjà entendu des personnes qui ont chuté à domicile ou qui, vous savez, perdent l'équilibre à un moment et en fait, elles ont pour habitude de se tenir à des meubles ou au mur, mais quelque chose d'assez fixe et quand on a, en fait, des affaires qui se baladent comme ça, un petit peu, enfin, rangées, enfin, du coup, non, pas rangées, pour le coup, c'est que la personne, quand elle trébuche ou quoi, elle prend appui sur ces affaires qui sont pas du tout stables et qui sont pas faites pour et en fait, ça la met encore plus à risque. Et sans oublier qu'en fait, ça vous rend beaucoup plus difficile à trouver un objet quand c'est pas trié. Donc là, sur cette image, c'est un petit peu excessif. Donc là, on va parler du syndrome de Diogène. Je ne sais pas si vous en avez la connaissance, mais là, c'est une pathologie, psychiatrique, qui nécessite un accompagnement et physique et psychique, en fait, pour ranger le logement. C'est des personnes qui ont tendance à cumuler, cumuler, cumuler des affaires depuis des années. Souvent, c'est des cartons et des journaux et c'est des personnes qui ne s'en rendent malheureusement pas compte et c'est souvent des intervenants extérieurs ou des proches, en fait, qui s'en rendent compte parce que c'est encombré, ça se voit, en fait, ça frappe à l'œil. Parfois, c'est odorant, ça peut même être à risque, voilà, il se peut que la personne, voilà, quand il y a un incendie ou quoi, bon, bah, ça double le risque mais c'est souvent une personne de l'extérieur qui s'en rend compte et l'idée, voilà,
Juste un petit point sur le syndrome de Diogène, l'idée c'est de jamais tout ranger d'un coup. Parce que finalement, alors on peut adorer les journaux et les livres. L'idée, c'est de les trier et de les ranger et c'est de pas les laisser, en fait, sur un espace qui vous sert à circuler ou voilà, c'est d'avoir des rangements appropriés. Déjà, ça vous facilite, en fait, à trouver vos affaires mais voilà, comme je le disais, pour le syndrome de Diogène, l'idée, c'est de pas brusquer la personne et de tout ranger d'un coup ou tout jeter d'un coup parce qu'en fait, ça lui sert de repère, tout ça. C'est plutôt, voilà, comment accompagner quelqu'un qui a atteint ce syndrome-là? C'est plutôt de lui indiquer les aides qui peuvent, exister et limite de l'accompagner, je sais pas, consulter un psychologue ou, un professionnel, de santé. Hem, mais voilà, c'est vraiment à très haut risque et parfois ça encombre complètement, hein, le passage dans certaines pièces. Ça, c'était pour les obstacles au sol. Ensuite, même si on range, le sol et qu'il n'est pas forcément un risque, il y a ce que vous portez également pour vous déplacer. En termes de déplacement, donc déjà faire attention au sol en lui-même. Donc même s'il n'y a rien par-dessus, est-ce que votre sol, lui, est glissant? Donc on parlait des tapis, mais parfois même avec, en fait, enfin pardon, sans tapis, le sol peut être glissant. Donc on a une première image avec un escalier. Donc ça rejoint un peu ce que la personne me disait tout à l'heure. L'escalier, il peut être à risque de chute. Alors, au-delà d'avoir un seuil, en fait, à franchir, hem, les marches d'escalier, c'est vrai qu'elles peuvent être glissantes. Donc là, il faut faire attention. Donc pour ça, il existe tout type d'aides techniques comme des revêtements antidérapants, je pense que vous connaissez. L'idée, c'est peut-être pas de mettre, en fait, sur toute la marche, mais au moins d'en mettre, en tout cas, sur le nez de la marche d'escalier, comme on peut en voir maintenant. Vous avez des escaliers, sur le nez de la marche, vous avez des bandelettes qui sont antidérapantes et souvent assez contrastées pour pouvoir en fait les visualiser beaucoup plus facilement, mais surtout pour sécuriser la descente du pied et qu'il ne soit pas glissant. Après, avoir un appui adapté, c'est pas mal aussi, soit une rampe, soit des barres d'appui fixées sur un mur pour vous y tenir. Mais au-delà du sol, il y a aussi comment vous vous chaussez, ce qui est important. Donc la semelle, de vos chaussures ou de vos chaussons, en tout cas pour le coup, est importante. Donc y avoir, vos semelles, il faut pas qu'elles soient beaucoup trop glissantes. Donc avoir une semelle qui accroche, enfin qui adhère un minimum avec des reliefs, c'est pas si mal et optimiser en fait les chaussons, qui aussi accrochent vos chevilles. Si c'est quelque chose que vous portez, bah, qui peuvent ressembler à des mules, vous savez, où il y a pas de maintien de la cheville, vous pouvez avoir tendance à perdre, beaucoup plus facilement votre chausson, en cours de route. Et puis, pareil, on me l'a dit également, la dernière image, elle représente en fait un couloir assez sombre, donc tout ça pour vous dire que la lumière est très importante. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus en détail aussi par la suite, mais le positionnement de vos lumières à la maison, l'intensité de la lumière, est-ce qu'elle est facilement accessible ou non? Est-ce qu'elle a détection de mouvement ou il faut l'enclencher manuellement? En fait, tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte. Alors ça fait beaucoup peut-être dit comme ça, mais en tout cas qui peut vous faciliter et sécuriser vos déplacements, surtout là avec, l'hiver où on a beaucoup moins de luminosité au sein de la journée, mais surtout, bah, la nuit comme je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est que parfois, même quand tout est rangé, qu'il y a pas d'obstacle au sol et que vous êtes bien chaussé comme il faut, parfois le manque de lumière peut, être également un risque de chute. En tout cas, ça peut constituer un obstacle. Donc l'idée, voilà, c'est de faciliter la lumière là où vous en avez besoin et quand est-ce que vous en avez besoin. Après, tout dépend de vos difficultés et de vos conforts, mais voilà, des lumières automatiques à détection de mouvement peuvent être en tout cas une solution. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure et je vous présenterai, tous les paramètres, à prendre en compte pour les luminaires. Et enfin, ce sont les rangements. Alors l'idée du coup pour vos rangements. Alors tout ce que je vais dire, ça va juste être à titre informatif. Je sais que c'est pas facile, enfin on peut pas le mettre assez facilement en place à la maison quand on a déjà tous nos rangements depuis un certain nombre d'années, on a toutes nos affaires, et cetera. Maintenant, pour des personnes qui sont prêtes à adapter leur logement ou en tout cas à aider pour un de leurs proches, et cetera, vous pouvez avoir des petits, ce que j'appelle des tips, des petites astuces en tête. Pour une personne, l'idée, c'est que en fait, c'est de mettre, en fait, les choses qu'elle utilise assez fréquemment, que ce soit des vêtements, des ustensiles, des outils, des produits, à sa hauteur. L'idée, c'est pas de les mettre beaucoup trop bas pour que la personne, elle ait pas, en fait, à se fléchir, et à aller beaucoup trop bas au sol, sachant que quand elle doit remonter les mains souvent prises avec un objet et l'idée, c'est pas de les mettre beaucoup trop haut non plus, de sorte à ce que la personne utilise un escabeau. Alors ça peut se faire en cas de dernier recours ou si la personne n'a pas de trouble de l'équilibre ou de difficulté à se mobiliser, hem
moi, ce que je vous conseille, c'est de pas l'utiliser, de pas mettre des choses beaucoup trop hautes, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix. À ce moment-là, privilégiez les rangements beaucoup trop bas ou beaucoup trop hauts pour des choses que vous n'utilisez pas fréquemment. Ce que vous utilisez fréquemment, vous pouvez le mettre à votre hauteur, donc à peu près entre 50 centimètres et 1,50 m, 2 mètres pour les plus grands, à partir du sol, dans des rangements. Privilégiez souvent, bah, les tiroirs pour avoir beaucoup plus de facilité à accéder à vos, à vos affaires plutôt que des rangements beaucoup trop profonds. Et puis ensuite, le risque, bon, bah, voilà, d'escabeau, comme je vous disais, bah, il peut y avoir un risque de chute parce que voilà, quand on met des choses beaucoup trop, basses. Ça vous demande donc, comme je vous disais, d'aller au sol, de récupérer quelque chose, donc vous n'avez pas d'appui avec la main, souvent vos mains sont prises par un objet, il faut vous relever. Mais quand c'est trop haut, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous certes, vous vous tenez à l'escabeau pour monter, mais une fois qu'il faut récupérer quelque chose là-haut, vous redescendez soit les mains prises avec un objet potentiellement lourd. Donc même si vous le déposez en fait sur une petite planche que vous avez sur l'escabeau, ça vous demande de descendre, puis de remanipuler en fait la chose qui est lourde, donc c'est pas ce qui est enfin c'est pas l'idéal. Par exemple, pour, vos vêtements, vous pouvez faire des tris de saison. Par exemple, en ce moment, prendre vos vêtements d'hiver, et les mettre beaucoup plus à proximité que des vêtements d'été. Dans la cuisine, ustensiles, épices, ingrédients que vous avez le plus souvent besoin, vous pouvez les mettre beaucoup plus à disposition, à proximité de votre main, que des choses que vous sortez, par exemple, pendant de certaines occasions. Mais au-delà, vous, de faire le rangement, il y a des choses qu'on ne peut pas manipuler facilement. Comme on le voit sur la dernière image, les arrivées électriques. Alors c'est vrai que souvent, bah, les prises, elles sont assez basses. Ça, c'est, une petite problématique également et on ne peut pas facilement bouger une prise électrique. Donc, non seulement c'est assez bas et puis ça vous demande une certaine force de préhension pour, venir accrocher une prise, puis la débrancher. Donc pareil, il existe en tout cas des solutions, des aides techniques pour déporter cette arrivée électrique et l'avoir beaucoup plus à proximité de vous. Mais ça, pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, dans un premier temps, on va parler d'aide technique. Est-ce que vous savez ce que c'est une aide technique? On le voit un petit peu sur l'image, mais je vous laisse me répondre. Même si vous ne savez pas, vous pouvez me dire que vous ne le savez pas. Donc là, si je vous donne un indice, on distingue aide technique et travaux d'aménagement. Donc qu'est-ce que ça peut-être que certains d'entre vous ont des aides techniques à la maison. Alors, matériel qui aide au quotidien. Bon, bah, je pense qu'en fait, vous avez donné la définition directement. Alors, effectivement, une aide technique, c'est un matériel en fait que vous pouvez vous procurer donc soit en parapharmacie, soit chez des revendeurs de matériels médicaux ou maintenant encore on en a bah, dans des magasins de bricolage, type Leroy Merlin par exemple. C'est du matériel que vous achetez. Sur certains, il peut y avoir une prise en charge de la sécurité sociale et ou de votre mutuelle, ça dépend. Et en fait, qui vous aide au quotidien. Donc c'est du petit matériel qui est facilement transportable, assez petit, souvent, et on n'a pas besoin de faire des gros travaux, de percer dans le mur et c'est quelque chose, qui vous aide en tout cas, donc ouais, soit qui substitue à quelque chose de standard, soit qui vous aide à mettre en place, soit un vêtement, soit, un appareillage et cetera. Donc en fait, c'est un équipement qui permet de faciliter le quotidien, comme madame l'a dit. Ce sont des objets qui sont conçus pour aider et compenser les difficultés perçues donc, dans les différents domaines des activités courantes, donc des activités de la vie quotidienne. Et il en existe donc pour les soins d'hygiène, pour les repas, pour les déplacements, pour l'habillage, etc. Alors, donc là, il va y avoir une vidéo. Attendez. Pour la première, on va alors peut-être que vous en connaissez. Alors voilà, maintenant il y a beaucoup d'aides techniques en fait qui à la base ont été conçues donc pour pallier à certains handicaps. Mais je sais que beaucoup de personnes les ont tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus, facile en fait d'utilisation. Alors si ça fonctionne bien, là je vais pouvoir vous montrer l'ouvre-boîte automatique. Donc
C'est magique. Alors, ça, c'était l'ouvre-boîte automatique. Pourquoi je vous le présente là? Donc, c'était pour des personnes qui ont, par exemple, ont des difficultés de préhension. De force de préhension dans les doigts ou à mobiliser leurs poignets, ça peut être une solution pour ouvrir en fait, bon bah souvent les boîtes soit de conserve, de confiture, etc. pour laquelle il faut une certaine force à l'ouverture, notamment la première ouverture. Et dans la même idéologie, ça peut vous substituer à avoir une aide humaine, donc en fait à demander de l'aide à chacun, soit un parent, un enfant, un conjoint, etc. Et surtout, voilà, c'est facilitant pour des personnes qui vivent seules. Donc en fait, ça, c'est l'ouvre-boîte automatique. Donc c'est vraiment le haut level qu'il peut y avoir dans les ouvre-boîtes. On a aussi les ouvre-boîtes manuels, un ouvre-tout. Donc c'est ce que j'étais en train de vous chercher. Normalement, je l'ai. Alors, vous avez sinon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent, l'ouvre-tout, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça Donc en ressemble à fait, un gros casse-noix. voilà, et c'est manuel en fait. Vous avez, voyez, un premier rond là, donc le rouge c'est l'antidérapant. Et l'idée c'est qu'en fait quand vous avez, bon j'ai rien là sur place pour vous montrer en fait comment l'utiliser, mais vous voyez ça s'ouvre en fait comme ceci. Et puis si vous avez par exemple un pot de confiture, ça passerait dans ce cercle-là. Donc vous l'ouvrez, vous calez en fait sur le couvercle, et puis après le petit bout vous sert de poignée pour ouvrir. Donc le rouge est antidérapant et il accroche en fait le, le couvercle du pot de confiture. Si vous avez quelque chose de beaucoup plus petit comme une bouteille d'eau, le petit rond, en fait, lui, il convient aux petites ouvertures. Et là, votre poignet, c'est le grand rond. Vous pouvez mettre en fait votre main dessus. Vous calez la bouteille d'eau ou je ne sais quoi dans ce cercle-là, puis vous pouvez l'ouvrir. Et de l'autre côté, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un décapsuleur également. Donc c'est un ouvre-tout, mais vous voyez, ça vous demande quand même de la force. L'ouvre-boîte automatique, c'est plus pour des personnes qui ont des difficultés. Et là, l'ouvre-boîte, en fait, ouvre tout seul. En fait, vous avez juste à le placer sur le couvercle. Lui, il s'adhère à la boîte et puis après, il y a son système qui vient ouvrir le couvercle. Donc ça, c'était plus en termes de prise des repas. Vous avez également pour la prise des repas des couverts. Pour des personnes qui ont un souci, là, cette fois-ci, de dextérité, donc à mouvoir les doigts et à attraper des choses assez fines, au lieu de changer toute votre vaisselle et vos couverts à la maison parce que la fourchette ou le couteau, en fait, a un manche beaucoup trop fin, vous avez ce qu'on appelle des couverts avec des manches soit grossies, donc en fait, c'est des manches, qui sont en fait, beaucoup plus gros et ça vous permet, d'avoir une préhension beaucoup plus adaptée à votre main. Et pour des personnes qui ont des difficultés de poignet, c'est-à-dire qu'à venir prendre avec une fourchette un aliment, faire une rotation du poignet pour ensuite venir, le manger, vous avez également des couverts avec des manches, incurvées. Ça vous permet de prendre un aliment et de l'amener directement à la bouche. En fait, la cuillère ou la fourchette vous est directement en fait, elle est déjà inclinée en fait, face à vous. Donc ça, c'était pour les couverts. Donc ça, après, c'est plus pour les ouvre-boîtes automatiques. Enfin, en fait, c'est la difficulté qui se pose quand je fais mes visites à domicile et que je vais voir mes petites mamies qui vivent toutes seules et qui n'ont pas d'aide. Ça peut les aider au quotidien et ça substitue à une aide humaine. Donc ça, c'était pour les repas. Ensuite, pour la salle de bain, donc, vous avez plein d'aides techniques possibles également. Vous pouvez avoir la brosse à long manche pour des personnes qui ont des difficultés à atteindre. Alors souvent, les deux zones qu'on a du mal à atteindre dans un premier lieu, c'est le dos et les jambes. Enfin, dos et pieds même. Donc pour pouvoir effectuer sa toilette tout seul, en tout cas du mieux, être au maximum autonome lors de sa toilette, on a tout ce qui est à long manche. Quand vous avez le long manche dans le nom de l'aide technique, c'est pour substituer soit au mouvement d'épaule ou au mouvement du bassin. C'est pour éviter de vous fléchir dans tous les sens, atteindre les jambes ou de trop mouvoir son épaule. Donc, pour vous laver le dos ou les jambes, il existe ce qu'on appelle des éponges à long manche. Ça vous permet en fait de lever le moins possible l'épaule et d'aller en fait pouvoir vous laver dans le dos assez facilement. Les jambes également. Sinon, vous avez ce qu'on appelle la petite sandales lavantes pour les pieds.
Donc je sais que c'est pas très glamour comme ça. Chaque fois que je la présente, on me dit que c'est pas sexy, mais apparemment ça fonctionne. Vous voyez, des petites ventouses ici et vous les fixez sur le sol de votre douche ou votre baignoire et en fait, à distance, donc soit vous êtes assis ou debout et l'idée, c'est que c'est fixé au sol, complètement ventousé. Vous mettez à distance du gel douche dedans et après vous passez les pieds comme ça. Soit vous en avez un, vous faites les pieds l'un après l'autre, soit vous en avez 2 directement. Il faut pas être trop chatouilleux non plus. Mais ça vous permet de vous laver les pieds à distance sans devoir forcément les atteindre avec votre main. Ça fait un petit Sinon, massage comme en je vous même ai temps. comment? Ça fait un petit Oui, massage en même temps. c'est ça. Mais pour des personnes, pour de vrai, hein, pour des personnes qui ont des soucis, des troubles de la sensibilité, qui sentent beaucoup moins le toucher ou qui ont des sensations d'engourdissement dans les pieds ou de fourmillement, ça peut être pas mal également. Après, donc, vous avez les éponges à long manche, comme je vous disais. Donc ça, c'est plus pour pouvoir se laver, en fait. Mais avant de pouvoir se laver, il faut déjà accéder donc soit à la douche, soit à la baignoire. Ce qui nous est problématique souvent, c'est la baignoire parce que, il y a un moment donné où elle est difficilement en fait, franchissable pour, les personnes. Donc il existe des gros travaux où souvent on transforme la baignoire en douche et on l'adapte, de A à Z. Mais il y a des personnes qui préfèrent conserver la baignoire et en fait, ce qui leur est difficile, c'est simplement le passage, du de ce seuil de la baignoire. Donc il existe ce qu'on appelle des planches de bain, peut-être que vous connaissez parce que c'est assez courant maintenant. Donc je vous passe la vidéo et explicative. Donc voilà, ça c'était la planche de bain, donc soit qui peut aider simplement à faire le transfert dans la baignoire, comme on vous le montre, donc pour passer ce seuil assez facilement. Donc vous voyez qu'il faut quand même une certaine mobilité des jambes parce il va falloir même en étant assis, passer les jambes. Donc il faut avoir quand même une mobilité du bassin et surtout des genoux pour passer les jambes et puis ensuite pour ressortir. Donc là, c'était une planche de bain, standard qu'on vous montrait. Après, il en existe plusieurs types. Vous avez les planches de bain avec les sièges intégrés. Donc c'est des sièges pivotants et en fait, vous pouvez mettre la planche de bain, vous mettez le siège pivotant en fait direction en dehors de la baignoire, vous vous asseyez, vous déverrouillez en fait, le petit loquet, donc le siège est mobile. Il vous aide en fait à passer les jambes. En fait, lui, il tourne donc ça vous économise déjà de ce mouvement. Il faut quand même passer les jambes par-dessus la baignoire. Après, vous remettez le loquet et le siège est fixe. Vous prenez votre douche et cetera et idem, en fait, vous faites la même chose, vous le déverrouillez, vous sortez de la baignoire, vous le verrouillez, puis vous vous mettez debout et vous pouvez vous sécher tranquillement. Tant qu'on est un petit peu dans la salle de bain en termes d'aide technique, on parle pas assez du sol de la baignoire ou de la douche qui peut être glissant. Donc ça, pour des personnes qui mettent des revêtements antidérapants et qui sont pas très convaincus parce que, bah, des fois, on me dit encore que les revêtements antidérapants qu'on met au fin fond de la baignoire ou de la douche glissent encore. Il peut y avoir alors, sans pour autant en mettre tout un revêtement, il existe des petites bandelettes antidérapantes comme ça. Bon, voilà, je pense que vous allez rien voir à la caméra, mais en fait, c'est granuleux, c'est pas tout lisse et en fait, ça vous permet, donc quand vous en achetez, je crois que ça se vend par 15 ou par 20. Vous voyez, il y a un petit scotch comme ça qui s'enlève et après l'idée, c'est de le coller, en fait, sur le sol. Donc ça vous permet de pas mettre tout un revêtement, antidérapant, ça vous permet de mettre quelque chose d'assez discret.
et c'est antidérapant. Les bandelettes, vous pouvez les mettre en fait soit à l'horizontale, soit à la verticale. L'idée, c'est que quand vous montez en fait dans votre douche ou votre baignoire, votre pied, il touche au moins 2 à 3 bandelettes. Donc il faut il faut les serrer plus ou moins. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme vous avez plein de bandelettes, si un jour vous êtes amené à voyager ou quoi, bah, c'est transportable et vous pouvez les mettre en fait, je sais pas, vous allez à un hôtel ou chez quelqu'un, vous pouvez les disposer. Et après, dès que vous en allez, vous pouvez les retirer. Alors oui, on me demande assez souvent si après avec le temps ça s'use. Oui, il faut les échanger après, vous voyez ça commence à décoller ou quoi, bon bah vous échangez les bandelettes. On parle du sol de la baignoire et de la douche, mais il y a également les sorties des baignoires et des douches où c'est là où on voit souvent des tapis, les petits tapis qui glissent. Donc l'idée c'est de les retirer. Souvent nous quand on fait des travaux, on met un revêtement antidérapant, mais pour les personnes qui préfèrent quand même avoir un tapis et se sécher les pieds dessus, vous avez ce genre de tapis-là. En fait, c'est un tapis, bah, standard quoi. Le mien, il est gris et en fait, là, vous avez une maille antidérapante intégrée. Donc en fait, ça accroche le sol. Ce qui est bien, c'est qu'ils se vendent en gris, mais également en blanc. Donc pour des personnes qui ont, par exemple, de troubles visuels ou qui ont besoin de bien distinguer le tapis au sol, bah, si vous avez un sol clair, vous pouvez mettre le gris. Si vous avez un sol foncé, vous pouvez mettre le blanc et lui, vraiment, bah, il est tout doux, il est ça en tout cas, ça prend bien l'humidité, quand vous ressortez de la douche et il ne glisse pas, il adhère complètement au sol. Donc si vraiment, voilà, il y a des personnes qui veulent garder leur tapis ou même aux toilettes, ça se peut, on vous conseille les tapis, de bain, antidérapants directement, avec la maille antidérapante intégrée. Donc ça, c'est J'ai pas j'ai plus mal. j'ai découvert il y a quelques mois des tapis qui sont en fait des pierres. Je sais pas si tu connais ça? Ah non, des pierres? Heu, c'est un genre de pierre, c'est minéral, c'est rigide et ça absorbe l'humidité et ça garde l'humidité ou ça rejette l'humidité. Par contre, je sais pas du tout si posé sur du carrelage, ça glisse ou pas? Ah mais en fait, je connais pas du tout, mais je Tu savais connais pas pas? du Bon, tout. tant pis. Je vais voir ça, c'est Ouais, marrant, des pierres, j'avais jamais entendu. Mais j'essaie de chercher, je bah, t'enverrai le lien. je vais rechercher ça, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, faites votre petite, recherche. Mais voilà pour vous dire qu'on bon, l'idée c'est de vous dire que voilà, de pas tout retirer et qu'en fait, il y a des substituts qui peuvent exister. L'idée, c'est de le rendre sécuritaire tout simplement et hem et qui vous porte pas préjudice. Et puis enfin, pour le lit, hem pour des personnes qui ont des difficultés à entrer dans leur lit, à sortir du lit ou même à se retourner dans le lit et cetera, vous pouvez conserver votre mobilier, hein, votre lit, sans forcément passer par un lit médicalisé. Alors pourquoi souvent on passe par un lit médicalisé? C'est qu'il y a une personne qui est beaucoup trop dépendante d'une aide humaine et que là, on a besoin de jouer sur la hauteur du lit et l'inclinaison du dossier et cetera, pour une personne qui est assez dépendante en fait, qui perd beaucoup de ses capacités. Maintenant, vous êtes seul, vous n'avez pas forcément besoin d'une aide humaine et juste vous mouvoir dans le lit ou comme je vous disais, effectuer vos transferts, entrée-sortie du lit vous est compliqué. Il existe des barrières de lit. Donc je vais vous montrer, la vidéo elle parlera de toute façon beaucoup plus et vous allez voir que c'est une petite barrière en fait qui peut s'acheter assez facilement. Même si vous vivez, vous dormez avec un conjoint ou vous êtes à 2 dans le lit, bah, ça empiète pas sur l'autre personne et sur, son espace à elle et c'est relativement petit, il en existe plusieurs types et ça vous aide en fait à avoir un appui tout simplement pour pouvoir vous mouvoir, beaucoup plus facilement. Donc je vous passe la vidéo. Voilà. Donc pour la barrière de lit, en fait, celle-ci, donc vous voyez, elle est violette. Alors ça, c'est juste pour montrer qu'elle peut aussi se mettre sur un lit médicalisé. Ça ne gêne pas aux barrières de lit. Mais vous pouvez le mettre sur un lit standard. En fait, celle-ci que vous voyez, elle est violette. Donc vous avez une partie en fait qui est verticale et ça fait un L. Et il y a une partie horizontale. Et cette partie horizontale, elle est calée tout simplement entre le matelas et le sommier. Et en fait, après, elle bouge plus, mais vous voyez, vous n'avez pas besoin forcément de la fixer ou de la coller. Elle ne bouge plus et après selon la hauteur du matelas, bon, bah, vous avez plusieurs hauteurs de barrières, qui vous sont disponibles et en fait, ça vous sert à prendre appui pour pouvoir vous relever, vous coucher ou pour, pouvoir, vous réajuster, dans le lit. Après, il en existe plusieurs types. Ça, c'est la toute simple qui fait un L. Si vous avez besoin de plus de stabilité, il en existe en T. Donc en fait, vous avez cette partie du L
mais il y a aussi une partie qui descend et il y a un pied au sol. Donc ça, des fois, ça réassure les personnes de voir qu'il y a un appui au sol et que la barrière ne bouge complètement pas. Et il en existe également des 2 côtés. Je ne sais pas s'il y en a pour les lits doubles, mais normalement oui. Soit pour une personne qui descend aussi bien à droite qu'à gauche de son lit, ou 2 personnes qui ont besoin de cette barrière de lit. Vous avez des grands U comme ça. Donc toute la partie horizontale, elle vient sous le lit et en fait après elle présente une partie verticale aux 2 côtés du lit. Donc ça vous permet d'avoir un appui si besoin et bah, pas forcément de changer tout votre mobilier. En parlant de mobilier, on a aussi la hauteur. Donc, je vous parlais de la hauteur du lit vis-à-vis du lit médicalisé. Quand vous avez un lit ou un canapé ou même un fauteuil, mais du mobilier assez lourd sur lequel on vient s'asseoir ou s'allonger qui est beaucoup trop bas, l'idée, c'est de les rehausser. D'avoir une assise beaucoup trop basse ne facilite pas le transfert assis debout de la personne. Autrement dit, quand vous avez une assise trop basse, on a tout simplement des difficultés à se relever parce qu'il faut beaucoup plus de force pour se relever. Vous êtes très bas, donc il faut une force dans les bras, dans les jambes. Souvent, les personnes, soit elles prennent appui sur l'assise ou elles viennent chercher un appui devant pour se relever. Et quand on a un canapé ou un lit, nous, ce qu'on vous préconise, c'est de garder l'ensemble de vos mobiliers et vous pouvez tout simplement les rehausser avec des plots surélévateurs. Donc, vous en avez en bois et en plastique. Donc, moi, je vous conseille bien évidemment celui en bois, il est beaucoup plus stable. Alors, attention, l'idée, c'est de ne pas en mettre sous des chaises, quelque chose de léger et de mobile, parce que si vous faites le moindre mouvement, ça peut basculer. C'est de mettre quelque chose d'assez lourd dessus. Donc, quand il est en bois, bon, bah, déjà sur le plan esthétique, souvent ça colle en général avec le mobilier de la personne. Vous en avez différentes tailles, je crois qu'il en existe en 7, 14 et 20 centimètres. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des trous de différents en fait, diamètres. C'est pour que ça puisse correspondre, vous avez le plus gros ici, à plusieurs tailles de pieds. Après, c'est vrai qu'il faut avoir les pieds qui vont dessus. Vous avez un sommier de lit qui est complètement plat. Bon, bah là, oui, peut-être qu'il va falloir le rechanger. Il y a des personnes qui remettent juste un deuxième matelas sous leur matelas pour gagner quelques centimètres. Ça peut être une solution. Mais voilà, les plots sur élévateur, on en parle de plus en plus maintenant. Donc, ça peut être une solution pour vous ou si vous avez un proche, en fait, voilà, qui peut avoir ce genre de pied-là et pour qui ça intéresserait, ça peut être une solution. Et après, ça se vend par quatre. Donc, ça, c'est une bonne alternative. Donc là, je vais vous projeter du coup des sites en fait sur lesquels vous pouvez vous rendre. Alors, vous pouvez vous en a alors, il y a certaines pharmacies en tout cas qui revendent du matériel, médicales. Attention parce que, bah, déjà, elles ont pas tout un panel. En fait, des fois, elles en ont que quelques-unes. Ce qui est bien chez les revendeurs de matériel médical, c'est que non seulement vous avez tout un panel, donc ils ont des aides techniques et ils ont, en fait, toutes leurs formes et toutes couleurs et toutes tailles disponibles et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent faire des essais chez vous, avant l'achat. Ils peuvent faire des essais et puis certains vous les livrent et expliquent et peuvent même faire un essai avec vous, avant de l'acheter et que quand ils vous font un devis, en fait, pour l'achat, ils calculent automatiquement la prise en charge de la sécu et de la mutuelle, s'il y a. Les pharmacies, parfois, ça peut aider, mais voilà, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus limités en termes d'aide technique et toutes les pharmacies n'ont pas tout le matériel, en fait, à disposition. Sinon, vous avez des sites, par exemple, toutsergo.com et identité.eu, vous avez tout ce que je vous ai présenté et de différentes tailles et par exemple toutes les barres de lit là, les différentes, barrières de lit qui peuvent exister, ça vous les retrouverez dessus et également bien chez soi.l'assurance-retraite.fr. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez soit prendre en note ou prendre en photo cette diapositive-là et ensuite on va parler des plus gros travaux d'aménagement. Donc si vous avez besoin, pour ceux qui veulent, je reviendrai à la fin si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note. Alors on va parler tu veux que je te mette la dernière peut-être? Du coup, il y a Pascal qui nous les remet dans la Non, non, c'est conversation. bon, je suis dessus, t'inquiète. Voilà, bon, vous les avez par écrit dans la conversation si besoin. Donc ça, c'était le petit matériel qui peut aider au quotidien. Parfois, le matériel ne suffit pas et il faut envisager de faire des plus gros travaux. Donc là, on va pouvoir parler de travaux d'aménagement. À votre avis, est-ce qu'il y a déjà certains d'entre vous qui ont eu affaire à des travaux, récemment ou chez des proches, mais pour justement faciliter j'allais vous donner un indice, mais pour sécuriser finalement le domicile de la personne. Est-ce que quelqu'un peut me citer des exemples de travaux d'aménagement?
Alors, le temps que vous me répondez, j'allais juste oublier parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des prises électriques et j'ai sorti les techniques, je vous en ai pas parlé. Mais voilà, juste, je vous prends 2 petites minutes, mais pour les prises électriques, on a ce qu'on appelle les réhausseurs de prises. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que voilà, quand on va parler de travaux d'aménagement, après le temps que j'ai en tête, je veux pas l'oublier. Mais en fait, pour les prises électriques, pour pouvoir les déporter, vous avez ce qu'on appelle les réhausseurs. Donc en fait, ça se présente oh, c'est flou. Ça se représente comme ça et vous avez une prise en fait là. Pour les déporter, l'idée c'est de tout simplement, brancher en fait cette prise-là sur, votre prise qui est peut-être beaucoup trop basse ou derrière un meuble télé ou je ne sais pas. Vous pouvez brancher la prise. Ensuite, vous camouflez la prise derrière ce bras. Donc en fait, votre prise elle est branchée. Il y a tout le câble et le bras qui déportent et après vous avez la prise en fait que vous pouvez mettre sur le côté ou beaucoup plus en haut pour faciliter l'accès. Donc vous avez en fait toute cette hauteur-là qui est comprise et après, comme ça, vous avez votre sortie électrique en fait, qui est là et ce qui est bien, c'est que non seulement elle est beaucoup plus à proximité de la personne, vous avez même pas besoin de vous pencher en fait pour, pouvoir l'utiliser, c'est déjà à portée de main et même pour des personnes qui ont des difficultés en fait de préhension ou de force dans les doigts, vous avez un petit loquet ici qui vous je vais vous faire l'exemple avec la prise même. Vous branchez votre prise, je sais pas, vous passez l'aspirateur, vous passez la prise là, donc vous l'enfoncez et pour des personnes qui ont des difficultés à la retirer, vous appuyez le loquet et là, elle va la déclipser en partie. Je sais pas si vous l'avez vu et après j'ai quasiment pas besoin de force pour la retirer. Pour les personnes qui se demandent comment l'accrocher au mur, vous avez des petites vis, en fait, vous avez des trous ici et là pour les visser au mur. Comme ça, vous avez pas besoin de coller et d'abîmer votre mur, c'est vissé et c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc ça, voilà. Petite parenthèse pour les arrivées électriques. Après, il y a des personnes qui vont trouver une bonne technique et ça, j'ai même pu la mettre en place chez moi, c'est de mettre des multiprises, complètement et en fait, de les fixer au mur et puis après vous avez là, ça vous offre plusieurs, du coup, arrivées électriques, heu, à une hauteur beaucoup plus facilitante. Mais du coup, pour revenir sur les travaux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Le plus gros des travaux souvent d'aménagement, c'est la salle de bain. Parce que souvent la baignoire, c'est, la partie du logement qui devient assez handicapante, surtout très à risque pour la personne, que ce soit pour la franchir ou souvent pour des personnes qui ont une auxiliaire de vie, bah, ça met en difficulté la personne qui se lave et la personne qui aide pour, non seulement pour voilà franchir ce seuil, mais surtout que quand on en sort, ben, il y a un risque de glisse aussi qui est assez élevé. Et souvent, on n'a pas d'appui. Les personnes, elles se tiennent aux parois vitrées ou aux rideaux, qui est pas plus sécuritaire que ça. Donc là, si on vous montre un petit exemple, on a sur la première photo une baignoire, donc qui devient handicapante pour la personne, et on la transforme en douche. Alors pour certains, quand vous êtes en rez-de-chaussée, on peut mettre des douches de plein pied. Et encore souvent, c'est à revalider. Mais à partir du moment où vous êtes en étage, on essaye de mettre un bac de douche le plus petit possible. Donc il y a quand même une marche à passer. On peut pas vous mettre une douche de plein pied, en fait, parce que tout simplement, bah, il y a l'évacuation de l'eau qui doit se faire et souvent, bah, le degré, en fait, de la pente n'est pas, en fait, suffisamment élevé. Du coup, nous, on remet un bac de douche pour avoir, une évacuation de l'eau, suffisante. Hem et du coup, il y a des bacs de douche. En tout cas, c'est beaucoup plus, moindre que, le seuil de la baignoire qui est à franchir et quand, voilà, on vous met une douche en place, bah, on essaie de l'adapter directement. C'est-à-dire, on vous met souvent un appui à l'entrée, de la douche pour justement vous aider, prendre appui pour, passer ce seuil de douche, entrer et sortir. On met une assise si besoin. Donc attention, une assise ne veut pas forcément dire douche, hein. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on peut mettre une assise en place dans une baignoire. Mais dans la douche, ce qui est bien, c'est qu'on peut vous mettre une assise qui est fixée au mur, avec ou sans pied, avec ou sans accoudoir, ça dépend. Donc soit on peut vous mettre une assise simple et maintenant pour certaines douches, on peut vous mettre complètement ce qu'on appelle un banc maçonné. Après ça dépend pareil de la longueur de votre douche et si l'espace est suffisant et puis l'idée, c'est que, on vous met des appuis, donc on essaye de penser en fait tout le long de la toilette qui vous voilà, que vous ayez un appui en fait à proximité. Et l'idée, c'est que pour des personnes qui veulent s'asseoir, on essaie de mettre en place le mitigeur également à proximité, de sorte à ce que la personne, en étant assise, elle puisse manipuler assez facilement l'eau et le pommeau de douche. Vous voyez, l'idée, c'est déjà de vous enfin, c'est de maintenir la personne à domicile, mais c'est peut-être aussi lui redonner, en fait, l'autonomie, bah, plutôt de l'indépendance dans certaines petites tâches qui, finalement, sont assez significatives, auxquelles on n'y penserait pas directement. Mais vous voyez, ça substitue déjà tout ça de l'aide humaine et ça permet à la personne de refaire ça, enfin de pouvoir,
effectuer ces tâches toute seule à nouveau. Donc ça, c'est le plus gros de la salle de bain. Voilà, quand on vous met une douche, bon, bah, le sol de la douche est déjà antidérapant, il est un peu granuleux, mais voilà, pour l'extérieur, le tapis que je vous ai montré, ça peut être une solution. Les personnes qui gardent leur baignoire, les petites bandelettes antidérapantes, ça peut être une solution également. Mais ça, c'est le plus gros des travaux. Souvent, de pair, on a les toilettes. Les toilettes, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur la hauteur de l'assise. Pourquoi? Parce que, bah, quand on a une assise beaucoup trop basse, ça nous aide pas en fait pour se relever. Mais il faut savoir que chez des personnes, en tout cas avec l'avancée de l'âge, on a beaucoup plus de personnes qui ont des prothèses, à savoir des prothèses de hanche. Et il faut savoir que quand on a une prothèse de hanche, on a des mouvements qu'on ne peut plus faire, qu'il faut complètement interdire en fait, bah, au risque de luxer sa prothèse, comme par exemple avoir une assise beaucoup trop basse, pour limiter cette flexion du bassin, trop importante. Donc, il existe plusieurs types. Par exemple, en termes d'aide technique, ça c'est très courant, je pense que vous connaissez tous, mais pour surélever une assise des toilettes, on peut mettre en place ce qu'on appelle un rehausseur de WC. C'est un rehausseur de WC qui en fait embrasse la lunette de vos toilettes et qui permet de vous gagner quelques centimètres. Pareil, vous en avez de plusieurs types, donc plusieurs hauteurs, avec poignée intégrée ou non. Maintenant, quand on peut, on fait des travaux sur les toilettes directement. On vous retire complètement le bloc WC, puis on peut en mettre en place des surélevés en fait directement. Pareil, on a plusieurs tailles disponibles et ensuite vous pouvez bénéficier d'un appui. Donc soit on a les barres d'appui qui sont fixées au mur, quand la barre d'appui noire sur la photo du milieu, c'est une barre d'appui droite, pour une personne qui a besoin d'aide pour se relever. Ensuite, sur le petit schéma en bas, on voit une barre d'appui qui est coudée, donc ça, c'est une personne qui aurait besoin d'aide pour s'asseoir et se relever. Et puis selon voilà, comme je vous disais, on prend en compte non seulement vos difficultés, mais aussi l'architecture de votre logement. Il y a des toilettes, des fois, qui ne permettent pas la pose de barres d'appui parce que, bah, souvent les 2 murs, de part et d'autre des toilettes sont en placo ou sont beaucoup trop éloignés de l'assise des WC et dans ce cas, il existe d'autres barres d'appui, on peut les fixer sur le mur du fond, et quand vraiment on peut pas, donc soit on renforce un mur pour y mettre une barre d'appui, soit on privilégie, des poignées en fait sur des rehausseurs de WC ou d'autres aides techniques qui vous permettent d'avoir une poignée en face et non fixée au mur. Parce que soit sur le long terme, ça va abîmer votre mur, de fixer une barre sur, un mur en placo ou un jour, ça va complètement se dévisser du mur et puis ça va vous revenir dans les mains. Donc très important de fixer tout ce qui est appui, donc barre d'appui et siège d'appui sur des murs en béton. Donc voilà. Et puis la cuisine aussi. Alors, l'idée de la cuisine, ça reprend un petit peu les rangements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc déjà mettre à appréhension, en fait, à proximité, tout ce qui est rangement, ustensiles, vaisselle, utilisés fréquemment, quotidiennement et cetera. Et puis il y a aussi l'électroménager. On a encore, beaucoup de personnes qui ont des fours, mais après ça se comprend, hein, parce que c'était fait de manière assez courante avant, de mettre des fours assez bas. Par exemple, ce qui est assez à risque pour des personnes notamment qui vivent seules, c'est déjà ça vous demande de vous baisser pour poser un plat assez lourd dans le four. Vous rebaissez pour le récupérer, d'autant plus qu'il est chaud à la sortie. Donc maintenant, alors je sais que ça a un certain coût, hein, ça dépend aussi des moyens et du budget de la personne, mais vous avez alors soit tout simplement vous pouvez rehausser le four, donc en fait le monter, ou parfois maintenant il existe des cuisines totalement, équipées, faites de A à Z et vous avez tous les électroménagers à disposition. Vous avez le lave-vaisselle qui a une certaine hauteur, à proximité de la main, le four, le micro-ondes, hem en fait, qui sont à vue d'œil et vous avez juste à les manipuler sans forcément, monter ou descendre, beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut. Pour les éviers également, avoir, un évier trop profond, ça peut être compliqué pour certaines personnes, effectuer la vaisselle ou récupérer des objets. Donc on a des sociétés de travaux qui peuvent rehausser les éviers. On n'y pense pas souvent, mais ça existe. Et ensuite pour des personnes qui ont besoin de s'asseoir, donc elles peuvent être soit en fauteuil roulant, soit qui ont tout simplement besoin de s'asseoir pendant une tâche longue, évider sous l'évier, ça peut être une solution pour s'asseoir assez facilement et bah, pouvoir utiliser, manipuler le mitigeur assez facilement. En passant les jambes sous l'évier et puis tout en haut à droite, je ne sais pas si vous arrivez à repérer ce que c'est tout simplement une plaque.
électrique, donc passer du gaz à l'électrique, bon, pour plusieurs raisons. Pour une personne qui a du mal à allumer tout simplement ses plaques de gaz, ça peut être une solution. Mais maintenant, pour des personnes qui ont également soit des troubles de la mémoire ou des troubles cognitifs beaucoup plus importants, bah en tout cas, ça supprime ce risque-là également de voilà laisser le gaz allumé ou d'avoir des difficultés à le manipuler. Ça peut être une solution. Pour les plaques électriques, vous avez celles qui sont à induction. Donc, il faut savoir que quand vous mettez en place une plaque à induction, il faut changer la vaisselle souvent parce que vous avez des casseroles et des poêles qui vont avec. Donc ça, il faut le prendre en compte. Souvent, on n'y pense pas spontanément. Et puis on me dit souvent que les personnes, elles ont du mal parce que bah, c'est tactile et ça demande de prendre la main dessus. Alors je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, il existe des plaques avec des boutons encore, comme au gaz, où vous avez un bouton par plaque et puis vous le manipulez. Et pour des personnes qui peuvent avoir un petit trouble aussi de la vision, bah, ça peut être aussi facilitateur que d'avoir totalement tout de tactile. Après, c'est une question de prendre la main, c'est une question d'habitude. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien après la plaque ou souvent aussi qui sont aidées dans la famille. Mais voilà, sachez qu'il en existe plusieurs types. Et il y a des sociétés de travaux qui, quand vous n'avez pas d'arrivée électrique dans la cuisine, peuvent vous en mettre une en place si c'est justifié et s'il y a besoin de passer du gaz à l'électrique. Donc là, vous avez un petit site, j'aménage mon logement toutcollé.fr. En fait, c'est un site qui vous permet, en fait, voilà, ça vous montre cette page-là. Et l'idée, c'est que vous pouvez cliquer en fait sur l'une des pièces et en fait, ça vous montre les grosses problématiques qu'on relève et toutes les solutions qui peuvent exister. Bon là, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à la fin. Mais il y a peut-être des choses, voilà, je suis peut-être passée à côté de certaines choses, enfin sûrement même. Mais ça vous représente grosso modo tous les types de pièces qu'on peut avoir à domicile. Et puis vous cliquez, par exemple, vous cliquez sur escalier, et puis ça vous montre tous les risques qui peuvent se présenter au niveau d'un escalier et toutes les solutions qu'on vous propose en termes des techniques et d'aménagement. Ensuite, vous avez, alors là, il faut s'y rendre dans le 78. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle un escape game. En fait, c'est tout simplement un appartement témoin. Et là, vous pouvez vraiment manipuler et essayer les aides techniques en place. Donc, on vous les présente et après, vous faites un petit tour d'observation et puis vous pouvez les essayer si besoin. Et c'est programmé sous forme de jeu, en fait. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Et sinon, si vous voulez être accompagné de professionnels et que vous avez des questions à poser, vous avez la maison de l'autonomie, qui pareil, lui est un appartement témoin et il vous met pas mal, enfin, comme on voit sur la dernière photo, là en bas, vous avez tout. Vous avez la douche, je crois qu'il présente de tout, baignoire, douche, lavabo standard, lavabo PMR, enfin il y a pas mal de choses. Et je crois que c'est à raison de 2 fois par mois, donc c'est ça, les mardis après-midi et les vendredis matin, vous avez une visite de l'appartement avec une ergothérapeute et une conseillère en habitat. Si vous avez des questions, c'est très bien. Après, vous pouvez toujours les contacter. Donc, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse, pareil, il faut se rendre dans le 92 à Rueil-Malmaison. Mais c'est pas si mal et ils vont montrer tout un panel aussi d'aides techniques concernant, la cuisine, les couverts, les aides à l'habillage, enfin, vous avez vraiment une grosse présentation dessus. Donc ça, ça peut, vous donner pas mal d'indications et ça peut vous donner surtout pas mal d'idées, sur des petites choses au quotidien. Et du coup, pour terminer, je vais vous garder encore un tout petit peu, je vous embête, c'est la dernière fois, c'est, un petit point sur Adaptia. Donc en fait, Adaptia, nous sommes un réseau d'ergothérapeutes et on est amené à faire, nous, les visites à domicile lorsqu'il y a besoin d'aide technique ou d'aménagement. Donc la personne, lorsqu'elle est en difficulté, elle peut faire appel à nous et nous, on se déplace à domicile et donc on prend je vais vous montrer la photo suivante. On prend d'abord un premier temps, on vous pose quelques questions parce qu'on a besoin d'en savoir plus sur vous, sur vos capacités, mais également sur vos habitudes de vie, sur est-ce que vous vivez seul ou non, etc. et quelles en sont en fait vos difficultés actuellement. Est-ce que c'est évolutif dans le temps ou pas? Ensuite, on va faire un tour de votre logement et on va voir ce qui va vous est compliqué. Donc, on va prendre des mesures, des photos, et cetera. Et après, on passe un dernier temps sur les préconisations. Donc, soit ça peut être du matériel simple qu'on estime voilà, qui peut vous être suffisant, soit on peut partir sur des plus gros travaux. Alors là, pareil, si vous êtes intéressé, si vous êtes locataire, vous pouvez passer par votre bailleur.
ou votre proprio privé si vous en avez un. Quand vous passez par un bailleur, des fois la visite de l'ergothérapeute, elle peut être prise en charge parce qu'il faut savoir que c'est payant, aux alentours de 200 € la visite. Donc si vous êtes propriétaire, c'est à vos frais, sauf si vous avez une aide de la caisse de retraite, ou si vous êtes éligible à d'autres aides financières. S'il y a des personnes que ça intéresse, ça dépend aussi de votre département. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le 91 et peut-être le 92 prennent là en charge la visite de l'ergothérapeute, si vous êtes propriétaire. Mais voilà, si vous êtes locataire, en fait, il y a plein de petits cheminements par lesquels vous pouvez passer et ça peut être pris en charge. Mais voilà, c'est le temps d'une heure à peu près à domicile et on fait le point, sur, vous, vos capacités personnelles et l'architecture de votre logement. Après, on vous fournit un compte rendu. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les coordonnées de ma directrice, donc Constance Leblanc. Donc vous pouvez lui envoyer un mail ou l'appeler, directement et puis vous énoncez, grosso modo ce dont vous avez besoin et cetera, puis elle prendra contact avec vous. Et puis écoutez, là, on va passer du coup au questionnaire de satisfaction. Donc voilà, ça va être un petit questionnaire, assez rapide sur la présentation. On va vous Merci demander Agalia. eh beh, de rien. Je vous mets le lien dans la barre de conversation ou sinon vous cliquez sur le petit texte bleu, cliquez ici. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet, donc on est toujours là à côté. Merci Agalia beaucoup pour cette présentation très complète. On va clôturer et après on prendra les questions en ouvrant les micros des gens. Je vous invite à découvrir tous les projets de Gwendoline Cotrez et de Movadom. Donc vous avez la chaîne YouTube pour avoir accès à tous les replays de toutes les visioconférences que l'on a déjà réalisées. Pour vous inscrire à nos cycles de visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis sur le site movadom.com, vous pouvez télécharger le livre audio du déménagement chez les seniors et les podcasts. Alors le livre audio est chapitré et aborde toutes les thématiques de tout ce que vous pouvez vous poser comme question sur le déménagement. Et puis, les podcasts, ce sont des témoignages de professionnels ou de particuliers sur leur situation de vie, pourquoi ils ont déménagé, pourquoi ils sont restés chez eux, les adaptations de logement, etc. C'est très complet, c'est très varié et il y a des nouveaux podcasts qui sortent régulièrement. Je vous remettrai le numéro de Constance tout à l'heure. Notre prochaine visioconférence, c'est mardi prochain à 10h30, pardon, le mardi 10 janvier, sur que penser des régimes. Merci à Galia d'avoir marqué le numéro de téléphone. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et encore merci à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine pour le financement de cette visioconférence. Et merci beaucoup à Galia. À très bientôt.